Out! Everyone out! Now! Run, you stupid bastard! It's going to explode! Munich, 1958. 23 victimes, dont certains des meilleurs athlètes de la planète. On avait un succès fou. On ne pouvait pas demander meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United. L'équipage n'avait pas dégivré les ailes. J'ai cru que j'étais mort. Un homme est blâmé pour la tragédie. C'est un terrible fardeau à porter. Ça l'a anéanti. Il redoublera d'efforts pour se disculper pendant plus d'une décennie. Deux nations se mesureront dans une âpre lutte pour faire la lumière sur l'une des plus horribles tragédies de l'histoire du sport. « 6 février 1958. Aéroport de Munich, Allemagne de l'Ouest. Un pilote britannique s'apprête à ramener des passagers hors du commun au bercail. L'équipe de soccer Manchester United. Dans les années 50, ce sont les athlètes les plus célèbres du monde. Everyone in the huge Wembley crowd, from the Queen to the oldest fan, is tense with excitement. Manchester United était l'équipe sportive la plus célèbre que ce pays avait connue. Je me suis joint à l'équipe en décembre 1957. Harry Gregg est le gardien de but étoile de l'équipe. On est monté à bord de l'avion, c'était un vol nolisé. On avait un succès fou. Après avoir disputé un match important en Yougoslavie, l'équipe a atteint la demi-finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. L'avion devait faire escale à Munich parce qu'il n'avait pas suffisamment d'autonomie pour faire le trajet Belgrade-Manchester sans se ravitailler en carburant. Les 21 joueurs et membres du personnel voyagent avec Fast. Ils montent à bord d'un Airspeed Ambassador de la compagnie British European Airways, un luxueux bimoteur également surnommé Elizabethan. Le commandant James Stain a 36 ans. C'est un ancien pilote de la Royal Air Force aux états de service irréprochables. C'était un homme remarquable, honnête et respectable. Il avait une personnalité très forte. Le temps avait été maussade toute la journée. Après une chute de neige en matinée, la température avait grimpé juste au-dessus du point de congélation. Tandis que le commandant Tain termine sa préparation pour le vol, les jeunes athlètes s'installent confortablement pour rentrer au bercail. Leur directeur gérant Matt Busby avait la réputation de choisir de jeunes joueurs au sein de son équipe, ce qui leur valait le surnom de Busby Babes ou les bébés de Busby. C'était une équipe merveilleuse. Je suis fier d'en avoir fait partie. 11 journalistes sportifs bien connus du Royaume-Uni accompagnent l'équipe. Ils sont impatients de relater le dernier exploit des joueurs. Quelques Yougoslaves sont également à bord, à destination de l'Angleterre. L'avion compte 38 passagers. How's she looking out there? Oh, snow build-up's minimal. No need to sweep. Take us home. Happily. Le copilote Kenneth Raymond, 38 ans, est un as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Il est également commandant à bord des avions Elizabethan. En fait, il a plus d'ancienneté que James Stain au sein de la compagnie. C'étaient deux pilotes très expérimentés. On ne pouvait pas demander un meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United.
C'étaient de bons amis. Ils étaient tous les deux commandants et ils volaient très souvent ensemble. Raymond et Tain ont décidé d'échanger leur siège pour ce vol. Port and starboard fuel cocks on, crossfeed off. Voilà qui enfreint le règlement de la compagnie. Le commandant doit toujours s'asseoir dans le siège de gauche, mais cette règle est fréquemment ignorée. Port and starboard levers 1 inch open. Throttles, port and starboard levers, 1 inch open. Carb air, port and starboard ram. Carb air, port and starboard wrap. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Munich, 609 Zulu uniform. I am ready to take off. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Cleared for takeoff. Right turn out. Thank you. Rolling. Sous une neige fine, avec une température avoisinant le point de congélation, Tain et Raymond amorcent leur décollage. Full power. Full power. Je lisais un bouquin qu'un gars m'avait prêté. L'avion s'était lancé sur la piste et j'ai jeté un coup d'œil par le hublot. Tout allait bien. Temperatures and pressures okay. 90. La vitesse de décollage prévue est de 119 nœuds. Abandon takeoff. Tout à coup, j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer. Et l'avion s'est mis à déraper pour finalement s'arrêter légèrement de côté. Sorry about that. Engine fluctuating. 609, we are abandoning the takeoff. Tower, please say again. We are abandoning the takeoff. May we backtrack? Over. Engine boosting. I would think so, yes. Une suralimentation s'est produite. Ça arrivait avec ce type de moteur, un Bristol Centaurus, sur ce modèle d'avion. Il était sujet à ce genre de problème, surtout dans les aéroports situés à haute altitude. La poussée était parfois trop rapide. 609, clear to backtrack. L'appareil retourne au seuil de la piste pour une deuxième tentative de décollage. Je peux honnêtement dire que je n'étais pas très perturbé. C'était seulement une autre aventure pour un jeune homme. Et à ce moment-là, je n'avais pas peur de l'avion. Munich 609 Zulu uniform. When we get to the end of the runway, I should like to take off again. Is the clearance still valid? 609, your clearance is still valid. Ladies and gentlemen, we apologize, but we are heading back to try again. On a recommencé. Ils ont fait tourner les moteurs, comme d'habitude, et on a levé l'ancre. J'étais plus attentif cette fois. Un peu plus loin sur la piste, exactement la même chose s'est produite. Cette fois, c'est James Tain qui a interrompu le décollage. Encore une fois, quand je croyais qu'on allait s'envoler, j'ai vu les roues se bloquer, se débloquer, se bloquer. On s'est arrêté. The Munich 609 Zulu uniform. We are abandoning this takeoff as well. Roger. Clear to backtrack. Le pilote nous a dit... Sorry for that. We have a technical fault that we're now looking into. We're returning to the terminal for further checks. Nothing to be alarmed about, and we Hope to have you airborne shortly. Don't stray too far, boys. On est retourné dans l'aérogare. Et tout le monde est allé au bar. Bill Black, l'ingénieur de la tour de contrôle, s'est précipité pour aller voir ce qui se passait. Il est entré dans le poste de pilotage en leur demandant ce qui les empêchait de décoller. We've been getting a boost surge in the port engine. Up past 60 last time.
On leur a expliqué que c'était un problème assez fréquent à Munich avec les appareils Elisabethan en raison de l'altitude de l'aéroport et que ça n'avait rien d'inquiétant. Si ça se reproduisait au moment de mettre les gaz, on leur a conseillé de ramener légèrement le moteur en question, d'en réduire la poussée et de remettre la pleine puissance plus lentement. Passengers for BEA 609, please proceed to the tarmac. Les passagers ont quitté l'avion et en l'espace de 5 minutes, ils remontaient à bord. Ils étaient surpris d'embarquer si vite après 2 tentatives ratées de décollage. Si quelqu'un avait dit « c'est de la folie, on ne remonte pas », la plupart d'entre nous auraient été d'accord. Mais la nature humaine est ainsi faite, qui est assez courageux pour s'exprimer. Qui ose avouer qu'il a peur? À l'aéroport de Munich, le vol 609 de BEA se prépare pour une 3e tentative de décollage. L'avion qui transporte l'équipe de soccer Manchester United attire l'attention des gens qui se trouvent dans l'aérogare. Il ne faut pas oublier que c'étaient les Busby Babes, des gars qui riaient et s'amusaient sans cesse. Mais là, ils étaient silencieux. La tension était palpable. Le petit Johnny Berry a dit « On va tous crever ici ». Et Whelan a répondu « Si ça arrive, je suis prêt ». À ce moment-là, j'ai dénoué ma cravate. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Wings still look good. No need to de-ice. Munich Tower, B-line 609 Zulu. Uniform, I'm ready to taxi, over. B-line 609, your clearance void, if not airborne, by 04, time now 02. Roger, understand. Valid till 04. Le commandant Tain ne dispose que de 2 minutes pour procéder au décollage. Si cette 3e tentative n'est pas fructueuse, ces célèbres passagers seront retenus à Munich. Munich 609 Zulu uniform is ready for takeoff. Roger. La piste mesure plus de 1900 mètres de long. Même si les pilotes prévoient une accélération plus graduelle, l'appareil devrait s'envoler à 1200 mètres du seuil. Pour la 3e fois ce jour-là, ils ont placé leur avion dans l'axe de piste. Ils ont demandé l'autorisation de décoller et ils se sont élancés. Full power. Full power. Temperatures and pressures okay. Port surging slightly. Quand il a senti une légère suralimentation, il a ramené doucement les manettes avant de remettre les gaz à fond. Full power again. Les 2 moteurs faisaient le même bruit pendant que l'avion roulait sur la piste. Tout semblait normal. The pilots know what they're doing, boys. Je me suis dit qu'il y avait des passagers plus effrayés que moi dans l'avion. 105. V1. La vitesse de décision, ou V1, est la vitesse maximale à laquelle le pilote peut décider d'interrompre le décollage. Il s'agit du point de non-retour. Raymond attendait que le commandant Tain annonce 119 nœuds, qui était leur V2. À 119 nœuds, l'avion peut prendre son envol. Pressures okay. Mais quelque chose ne va pas. Tout à coup, ils perdent de la vitesse. Christ, we're not going to make it! On n'entendait pas un cri, pas un hurlement, absolument rien de tout ça. De l'obscurité et de la lumière,
Des étincelles, du vacarme, des secousses. Ça ne se décrit pas. Ensuite, ça a été la noirceur totale. J'ai cru que j'étais mort. L'Elizabethan s'écrase contre une clôture avant de percuter un arbre, une maison et un hangar à essence à 300 mètres de l'extrémité de la piste. J'ai fini par reprendre mes esprits et je me suis mis à ramper vers le haut. Je suis sorti par un trou dans ce qui restait de l'avion. J'ai vraiment cru que j'étais le seul survivant. Tout à coup, j'ai entendu un cri. Out! Everyone out! Now! It's going to explode! Out! Everyone! Il a crié « Courez, bande d'idiots, ça va exploser !» Now the plane could explode! Come on! Go, 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 go! Run, you stupid bastard! It's going to... Et j'ai entendu les pleurs d'un bébé. Je leur ai crié de revenir. Come back, you bastards! There's people alive in there! Je suis retourné à l'intérieur et j'ai trouvé le bébé. Je me suis rendu de l'autre côté de l'avion et j'ai trouvé le patron, Matt Busby. Busby est vivant, mais il est en état de choc. Il avait une petite coupure derrière l'oreille droite, je me souviens. Mais ensuite, j'ai vu que son pied était complètement tordu. Je lui ai mis des trucs derrière le dos pour qu'il soit bien appuyé. Il n'avait pas l'air si mal en point. Harry Gregg sort les passagers de la carlingue les uns après les autres, vivants et morts. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quelques minutes à peine après l'écrasement, les secours arrivent de l'aéroport et des fermes avoisinantes. The co-pilot is trapped up there! Can you help him? Deux secouristes allemands grimpent sur l'aile pour dégager Kenneth Raymond de l'épave. Il est grièvement blessé. Il y a 21 victimes. 7 d'entre elles sont des joueurs de la Manchester United. L'entraîneur en chef, le secrétaire et le soigneur ont également péri. 7 autres membres de l'équipe ont subi de graves blessures. Le directeur gérant Matt Busby est dans un état critique. La Manchester United, l'une des plus prestigieuses équipes de soccer de la planète, est décimée. Cette merveilleuse aventure a malheureusement tourné au cauchemar. C'était un désastre aérien très médiatisé. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne datait pas de si longtemps et on avait 2 pilotes qui étaient au service de la Royal Air Force pendant la guerre. Comme on le sait, Munich était le berceau du parti nazi. C'était évident que les gouvernements britanniques et allemands allaient se montrer méfiants l'un envers l'autre. Le 6 février à 22 h, 6 heures après l'écrasement, le responsable de l'enquête arrive sur les lieux. Hans Reichel était l'enquêteur en chef sur les accidents de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait de l'expérience, il était âgé de 57 ans. Il avait été pilote pour la compagnie nationale Lufthansa. C'était un pilote compétent. Il n'avait jamais enquêté sur un accident international d'une telle envergure. Steve Moss est un expert en écrasement d'avions. Il revoit l'épreuve en y jetant un regard du 21e siècle. Il est arrivé à Munich sous-équipé, de toute évidence. À un tel point qu'il a dû emprunter de l'équipement aux journalistes pour commencer son travail. Il a tout de suite envisagé l'hypothèse d'une accumulation de glace sur les ailes. Il a vérifié et c'est ce qu'il a constaté.
The wrecked aircraft was covered by a layer of snow about 8 centimeters thick. This could be brushed aside with the hand without difficulty. Under this, there was a layer of ice, frozen firmly onto the surface of the wing. Here. Hans Reichel remarque que les seules surfaces exemptes de glace se trouvent près des moteurs. Il présume que l'aile en entier était recouverte de glace avant l'écrasement. Au cours de la tentative de décollage, les hélices auraient projeté la glace vers l'arrière. Au lendemain de la tragédie, les enquêteurs examinent les lieux de plus près, notamment les marques de pneus qui s'étendaient sur 50 mètres jusqu'à l'extrémité de la piste. Les marques au sol montraient que l'avion n'avait jamais pris son envol. Cette information a certainement alimenté les soupçons de Reichel sur le rôle de la glace sur les ailes. Manchester, from the moment the news came through, was a city in mourning. While millions wait anxiously for news of the seriously injured men, the hospital staff worked day and night to save them. Matt Busby was their worst problem. For 2 days, he lay between life and death, with one of his lungs completely deflated. Then came the welcome news. Matt was off the danger list. 6 des 7 joueurs blessés s'en sortent. Mais l'équipe perd l'une de ses plus grandes vedettes. Duncan est mort. Duncan est mort 10 jours plus tard. Encore aujourd'hui, Duncan Edwards est considéré comme l'un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Royaume-Uni. Le copilote Kenneth Raymond meurt des suites d'une lésion cérébrale. James Stein se retrouve seul pour affronter la tempête. Well, you see, on the first takeoff, we weren't completely satisfied with the engines. La moindre bribe d'information faisait la manchette. C'était incessant. Ça a dû être très difficile pour lui. 2 jours après l'écrasement, l'enquêteur Reichel interroge le commandant. After the accident, we established that the starboard wing had a layer of rough ice on it. The region of the propeller slipstream was free from ice. When I walked out of the aircraft on the first attempt, I could see the snow thawing on the wings and count the ribs of the aircraft. What would you say was the cause of the accident? My personal feeling is that there must have been a large quantity of snow built up at the end of the runway. Why were you sitting in the right-hand seat? Les gens se sont livrés à des spéculations avant même le début de l'enquête. 2 mois après l'écrasement, en avril 1958, une enquête officielle s'ouvre en Allemagne. Shall I begin? D'entrée de jeu, l'enquête allemande a pris la tournure d'un procès, avec un accusé qui devait prouver son innocence. James Stein a tout de suite compris ce qui se passait. Il était dans le pétrin. Hans Reichel ne se préoccupe que de l'accumulation de neige sur les ailes et de la décision de ne pas dégivrer du commandant Taine. Reichel n'avait qu'une seule idée en tête, la glace et encore la glace. La température avoisinait 0 degré l'après-midi de l'écrasement. Ce n'est pas suffisamment froid pour que la neige se change en glace. Taine a vu de l'eau s'écouler du bord d'attaque. Il savait que la neige fondait et qu'il n'avait pas besoin de dégivrer l'appareil. Mais les experts allemands notent que l'avion Elizabethan venait tout juste d'atterrir d'une altitude de 7600 mètres, où la température avait chuté à moins 25 degrés Celsius. Ils en concluent que la neige qui tombait sur les ailes gelées s'est immédiatement changée en glace. Taine réfute cette hypothèse. Il affirme qu'il a dégivré les ailes pendant la descente en direction de Munich. Ainsi, les ailes étaient plus chaudes que l'air et non plus froides. James Stein semble avoir réponse à tout, mais il ignore encore qu'Hans Reichel s'apprête à déposer un élément de preuve controversé qui bouleversera le cours de l'enquête.
L'enquête du gouvernement allemand sur la tragédie de Munich prend un tournant décisif avec la présentation d'une simple photo instantanée. C'était une preuve tangible potentielle. Parce qu'à première vue, en regardant la photo, on voyait une zone blanche sur les ailes. Tout portait à croire qu'il s'agissait de neige ou de glace. Tous les autres avions ayant quitté Munich ce jour-là ont été dégivrés, hormis l'Elisabethen. Aux yeux de l'enquêteur Hans Reichel, la négligence de l'équipage à cet égard est la cause principale de l'écrasement. Apart from this icing, I could find nothing which might have been a cause for the accident or to have contributed to it. Quant à la maison à l'extrémité de la piste, c'était une question importante parce que l'avion l'avait percuté. L'impact et l'explosion subséquente ont alourdi le bilan de la tragédie. Mais les autorités allemandes apprennent que la maison était située à une distance acceptable de l'aéroport, conformément au règlement. Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle éventuel de la suralimentation des moteurs dans l'écrasement. Mais cette hypothèse est rapidement écartée. Le problème de suralimentation n'avait rien à voir avec l'accident. L'un des moteurs comportait un enregistreur de vol rudimentaire qui a montré que la puissance des moteurs était largement suffisante pour que l'avion prenne son envol. En mars 1959, un an après la tragédie de Munich, le gouvernement allemand dépose son rapport officiel. L'entière responsabilité de l'accident est attribuée au commandant James Stein. La glace. La glace sur les ailes qui, selon eux, était là avant l'accident. C'est simple. L'enquête allemande laisse également entendre qu'en acceptant de changer de siège, le commandant Taine aurait semé la confusion sur le rôle de chacun des pilotes. Ils ont conclu que le commandant Taine était le seul responsable de la mort de 23 personnes. C'est un terrible fardeau à porter. Les journalistes aiment pouvoir désigner un coupable. Et dans ce cas-ci, ils l'ont dépeint comme le méchant, en quelque sorte. Il a été traité durement. Il a servi de bouc émissaire. Un an s'est écoulé depuis la catastrophe aérienne et la réputation de James Stein est ruinée. L'ancien officier de la Royal Air Force et pilote professionnel accompli est désormais fermier. La tragédie de Munich le hante sans répit. Je me souviens d'avoir entendu ma mère et mon père en parler pendant de longues heures, parce qu'il était profondément convaincu qu'un facteur externe avait perturbé la course au décollage. Taine est persuadé que ce n'est pas la glace sur les ailes qui a provoqué l'accident. Il décide de mener sa propre enquête. Mon père était un homme courageux, d'une grande intégrité. Il était bien décidé à trouver la véritable cause de l'accident. Mais en 1959, il n'a que très peu d'outils et de données à sa disposition. Si ça se produisait aujourd'hui, un avion de cette taille aurait des enregistreurs de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage. Si on détenait ces informations au sujet de l'accident de 1958 à Munich, la cause de l'écrasement n'aurait fait absolument aucun doute. L'avion a atteint une vitesse de 117 nœuds avant de ralentir brusquement. La glace sur les ailes ne peut expliquer cette soudaine perte de vitesse. Mais James Stein estime avoir trouvé le coupable, la véritable cause de l'accident. La neige fondante qui recouvre la piste. C'est comme si vous rouliez sur une chaussée sèche en hiver et que tout à coup, vous tombez sur de la neige fondante. L'expert en aéronautique canadien Terry Townsend se spécialise en contamination de pistes.
La neige fondante augmente immédiatement la résistance sur le véhicule. C'est ce qui est arrivé à cet avion. Selon James Tain, la neige fondante n'a pas causé de problème aux autres avions ce jour-là parce qu'ils ont décollé sur les 2 premiers tiers de la piste. Comme l'Elizabethan a accéléré plus graduellement pour compenser la suralimentation des moteurs, il s'est avancé plus loin sur la piste, où il y avait une couche de neige fondante. La présence de neige fondante exigeait davantage de puissance. Tain apprend que 9 ans auparavant, un avion de la Trans-Canada Airlines avait raté son décollage sur une piste couverte de neige fondante à Vancouver. Les recherches montrent que seulement 5 cm de neige fondante suffisent pour empêcher un avion d'atteindre sa vitesse de décollage. L'hypothèse de la neige fondante a été écartée par les enquêteurs allemands qui persistaient à désigner la glace sur les ailes comme seule cause de l'accident. Mais au fil de son enquête, le commandant Tain découvre une grave omission. La campagne que mène le commandant Tain pour rétablir sa réputation exige de prodigieux efforts et un peu de chance. We quite fortuitously came across a witness who had made an inspection of the wreckage immediately after the accident. Karl-Heinz Seffer est arrivé sur les lieux parmi les premiers. Il a grimpé sur l'aile pour dégager le copilote Kenneth Raymond de l'épave. Les enquêteurs l'ont interrogé. Ich kletterte über den rechten Flügel hinunter. Mir fiel kein Eis am Rumpf oder am Flügel auf. Ich trug Gummistiefel. Da war kein Eis, sonst wäre ich ausgerutscht. But when this report was read out to the first German Commission, only part of it was read out. That part which included the evidence that he couldn't find any ice was left out. C'était un coup monté orchestré pour que Tain soit le bouc émissaire. Il voulait que ce soit la glace sur les ailes et non la contamination de la piste. Et ce, malgré les récits des témoins de la tour de contrôle qui corroboraient la thèse de la neige fondante. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Les témoins les plus importants ont vu l'avion s'élancer normalement. À peu près au milieu de la piste, ils ont vu le nez se relever, ce qui est tout à fait normal. Mais étrangement, le nez de l'appareil s'est abaissé, ce qui ne doit pas se produire, bien sûr. Or, les récits de ces témoins oculaires sont passés sous silence lors de l'enquête. C'est tout de même révélateur qu'on ait cité comme témoins les contrôleurs aériens stagiaires, tandis qu'aucun contrôleur expérimenté n'a témoigné. Le directeur de l'aéroport de Munich est le seul à avoir témoigné au sujet de la neige fondante. Il prétend qu'elle avait moins d'1 centimètre d'épaisseur lorsqu'il a inspecté la piste. La neige fondante est difficile à mesurer parce que son épaisseur varie considérablement le long de la piste. On peut en avoir 1 centimètre quelque part et 10 centimètres un peu plus loin. Il faut s'assurer de prendre plusieurs mesures pour obtenir une moyenne représentative. Les conclusions de l'enquêteur Reichel sur la glace recouvrant les ailes sont également remises en question. Selon lui, elle était présente avant le décollage, parce que seules les zones derrière le souffle des hélices étaient dégagées. L'origine de la réfutation de cette hypothèse est inattendue. Il s'agit de la femme du commandant Tain. C'était une femme admirable. Elle a été l'une des premières femmes diplômées avec mention très honorable en chimie, physique et mathématiques de Bristol. Chimiste qualifiée, Ruby Tain s'intéresse à l'importante quantité de produits chimiques extincteurs projetés sur l'épave en flammes. Elle y a longuement réfléchi et elle a obtenu un échantillon de la poudre des extincteurs. C'était du bicarbonate de sodium, qui est en fait de la banale poudre à pâte. Elle en a versé sur le métal de la voiture pour simuler une aile d'avion. Elle a découvert que, mélangée à de la neige et de l'eau, cette poudre gelait à une température plus basse que celle enregistrée à Munich ce soir-là.
Les pompiers ont dirigé leurs tuyaux principalement sur les moteurs. L'expérience de Ruby pourrait donc expliquer pourquoi la glace ne s'est pas accumulée près des moteurs, mais qu'elle s'est accumulée sur le reste des ailes au cours des heures suivant l'écrasement. Avec les récits des témoins oculaires et des preuves scientifiques convaincantes, une nouvelle version des faits se dessine. S'il y avait de la glace sur les ailes, le commandant était responsable de l'accident. S'il y avait de la neige fondante sur la piste, c'était la responsabilité de l'aéroport. James Stein présente les nouveaux éléments de preuve aux autorités allemandes. Elles refusent de rouvrir l'enquête. It's nonsense. En 1961, la BEA congédie officiellement James Stein, essentiellement pour avoir violé le règlement de la compagnie concernant l'échange de sièges des pilotes. Ils l'ont renvoyé. Ça l'a anéanti. Il avait effectivement enfreint un petit règlement, mais il n'était pas le seul à le faire. La BEA ne voulait plus de lui dans ses postes de pilotage. Bonjour, ici James Stein, votre commandant. Je suis responsable de la mort de 23 personnes à Munich en 1958. Ce n'était pas possible. Il a été condamné par commodité. Peu importe de qui il s'agissait, il leur fallait trouver un coupable. La perte de son emploi renforce la volonté de Stein de se disculper. Il rédige de multiples lettres au gouvernement britannique et allemand en les pressant de relancer l'enquête. En 1965, ses efforts portent fruit. Les autorités allemandes acceptent de réviser l'enquête sur la tragédie de Munich. Au début, la deuxième enquête allemande leur a donné une lueur d'espoir. Et cet espoir est alimenté par de nouvelles études. La Royal Aircraft Establishment britannique a étudié les réactions d'un avion Elizabethan sur la neige fondante. Ils ont versé de la neige en variant son épaisseur sur la piste avant de simuler le décollage d'un avion Ambassador. Les résultats étaient alarmants. À chacun des essais, l'avion décélère de 117 nœuds à 105 nœuds, bien en dessous de la vitesse de décollage. Il s'agit précisément de la perte de vitesse rapportée par Stein. We're hoping that when the Germans have considered, if they consider all the relevant evidence, we shall get them to reach the conclusion that the aircraft accident was due to slush on the runway and not ice on the wings. Au cours des 2 jours d'audience, Hans Reichel ne se laisse toutefois pas ébranler par les nouvelles preuves. Au lieu de réhabiliter Stein, il le condamne davantage en affirmant qu'en changeant de siège, le commandant a empiré la situation. The differing assessment of the situation by the two pilots probably increased the severity of the accident. Christ, we're not going to make it! Comme enquêteur, je ne vois aucune raison technique permettant de dire que l'échange de sièges a joué un rôle dans l'accident. Les conclusions accablantes de la commission de révision allemande portent un coup terrible à Stein. Le gouvernement britannique et la compagnie aérienne savaient que c'était un coup monté et ils n'ont rien fait. Mais dans un revirement de situation inespéré, Stein aura enfin une autre chance. Grâce au politicien le plus puissant de Grande-Bretagne. $100,000 expectant fans packed the stands to see great football. The Busby Babes were raring to go. En 1967, Harold Wilson est premier ministre du Royaume-Uni. Après un match de la Manchester United, il fait une déclaration qui déclenche une tempête médiatique. Il affirme que James Stein est victime d'une injustice. La bataille continuait. Harold Wilson savait que Stein était innocent et il a fait bouger les choses. La question a été débattue à la Chambre des communes et l'enquête la plus minutieuse jusque-là a été ouverte.
En 1968, les enquêteurs britanniques tentent de déterminer laquelle de la neige fondante ou de la glace sur l'aile est responsable de la tragédie de Munich. Leurs conclusions remettent en question l'exactitude des deux rapports d'enquête allemands. Une analyse photographique montre que le blanc sur les ailes n'est pas de la neige, mais le simple reflet de la lumière sur la surface mouillée. Une nouvelle photo a été prise à partir du négatif original. Et les marques sur l'avion étaient apparentes. Il ne pouvait pas y avoir de glace. Sans compter que 3 experts distincts déterminent que les 5 mm de glace sur les ailes mesurés par Hans Reichel n'auraient pas suffi pour empêcher le décollage. Je ne vois pas comment une couche de glace de 5 mm d'épaisseur pourrait avoir provoqué la décélération de l'avion. L'enquête britannique prend alors une tournure spectaculaire avec l'apparition d'un témoin clé, le pilote Reinhard Meyer, l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Ich ging hin und untersuchte den Flügel des Flugzeugwracks und bemerkte nichts in der Art von Frost oder angefrorenen Ablagerungen, nur schmelzenden Schnee. Ils ont appris qu'il avait expliqué personnellement à Reichel ce qu'il avait vu. J'ai vérifié s'il y avait de la glace quelques minutes après l'écrasement, mais il n'y avait que de la neige fondante. Tout le monde était abasourdi. Reichel ne donne pas d'explication pour ce mensonge flagrant. Il n'était pas capable de se rétracter et de dire qu'il s'était trompé. La neige fondante sur la piste devenait l'erreur des autorités allemandes et ils en refusaient la responsabilité. En mars 1969, 11 ans après l'écrasement, le gouvernement disculpe James Stein. Well, of course, my family are very pleased indeed. La vérité était enfin sortie. Il était vraiment très heureux d'être blanchi dans son pays. Mais la BEA ne le réembauchera pas. Le commandant Tain n'a plus jamais piloté. En Allemagne, Hans Reichel et les autorités aéroportuaires ne l'ont jamais disculpé. D'après moi, ce stress, cette pression et cette angoisse l'ont fait mourir jeune. Il avait 54 ans. La tragédie a fait 23 victimes et le commandant Tain en est la 24e. 10 ans après la tragédie qui a fauché la vie de 8 de ses joueurs, la Manchester United devient la première équipe anglaise à remporter la Coupe d'Europe. Une coupe qu'ils auraient pu gagner en 1958 si une catastrophe aérienne n'avait pas dévasté la plus grande équipe de soccer que la Grande-Bretagne avait connue. Harry Craig a joué pour la Manchester jusqu'en 1967. Âgé de plus de 70 ans, il préfère ne garder que les bons souvenirs. Je ne pense pas à l'accident. Je pense à ce groupe de merveilleux jeunes garçons fougueux, de bons journalistes, de grands entraîneurs. C'était fantastique. Grâce au commandant Tain, l'aviation moderne est consciente des effets dévastateurs de la neige fondante. Le problème est connu aujourd'hui. Et selon moi, c'est une conséquence directe de l'accident de Munich. Les autorités aéroportuaires abordent le problème d'une façon complètement différente. En menant sa lutte acharnée, il a probablement sauvé un nombre incalculable de vies, davantage que celles perdues à Munich. Et pour ça, il mérite toute notre admiration. Ma mère m'a toujours dit que c'était un homme d'une intégrité sans faille. Il m'a écrit cette dédicace dans un livre. La différence entre ce qui est impossible et possible est une simple question de détermination.
À 10 700 mètres au-dessus de la mer de Bering, un Boeing 747 est en détresse. On déclenche une alerte rouge quand on envisage le pire. Les pilotes ont du mal à maîtriser l'appareil. C'était déconcertant pour les pilotes. Ils n'avaient pas été formés pour ce genre de situation. Ils auront besoin d'aide s'ils veulent parvenir à poser l'avion et ses 386 passagers en sécurité sur la terre ferme. C'était le moment ou jamais de réussir une approche absolument parfaite. Le vol 85 de Northwest Airlines survole la mer de Bering, peu après 17 heures. Le repas a été servi et les passagers s'installent pour de longues heures encore. L'imposant Boeing 747-400 vient tout juste de dépasser l'Alaska. Il se trouve à mi-chemin entre Détroit et l'aéroport de Narita, au Japon, un trajet de 13h30. Hello, gentlemen. Frank, how are things? 35,000 feet, smooth air, no Le commandant John Hanson est un pilote expérimenté. Il est également instructeur de vol pour le Boeing 747. Après 6h30 de vol, il s'apprête à céder les commandes. Il est fréquent d'avoir 2 équipages pour d'aussi longs trajets. C'était un vol suffisamment long pour avoir 2 équipages complets, c'est-à-dire 2 commandants et 2 copilotes. Il pilote à tour de rôle pour prévenir la fatigue. Le copilote Mike Fagan, un vétéran du Vietnam qui compte 25 ans d'expérience, remplace son collègue. Tout allait bien. On ne s'attendait pas à avoir de problème. On faisait ce trajet très souvent. Frank, I'm taking the lasagna. You get option B. Does option B include starving? Il fait équipe avec le commandant Frank Geib, qui a plus de 11 000 heures de vol à son actif. Les pilotes surnomment cet appareil la Reine du ciel. Il est doté d'une cabine privée pour l'équipage. Le commandant Hanson et son copilote David Smith s'y reposeront pendant 5 heures avant de reprendre les commandes de l'avion. Dave Smith était mon partenaire. On prévoyait lire un peu, faire la sieste et se réveiller à temps pour la descente vers Tokyo. You sure you're not hungry? Trust me, I'm good. Il reste 6 heures de vol avant d'atterrir à Narita. L'avion a effectué un brusque virage à gauche, en passant de 35 à 40 degrés d'inclinaison latérale. Sans raison apparente, les pilotes perdent la maîtrise de l'appareil. C'était l'embardée la plus violente que je n'avais jamais ressentie. Il a fallu que je me ressaisisse. C'était un mouvement très brusque. Le genre de perturbation qu'on expérimente seulement dans un simulateur en créant des conditions extrêmes. Le commandant Geib a peu de temps pour réagir. Do we lose an engine? Do we still have engines? Still have all engines, that's not it. Les vies de 386 passagers sont menacées. On ressentait des secousses. Je savais que le pilote automatique était désactivé. De toute évidence, il y avait un problème. En quelques secondes, le commandant Geib désactive le pilote automatique, tire sur le manche et redresse les ailes. Mais l'appareil est toujours agité de secousses. Frank, you got it? Yeah, I think I've got it.
Les pilotes ont réussi à ramener l'avion à l'horizontale, mais ils ont encore du mal à le maîtriser. Le système d'alarme confirme les soupçons du commandant Geib. Il s'agit d'une défaillance du circuit gouverne de direction. La gouverne de direction contrôle le lacet de l'avion, ses mouvements de gauche à droite pendant le vol. Elle dirige l'écoulement de l'air pour assurer la stabilité de l'appareil. Moins d'1 an auparavant, le vol 587 d'American Airlines a perdu la maîtrise de son circuit gouverne de direction et s'est écrasé dans le quartier Queens à New York. Tous les occupants de l'avion ont péri. On était au courant, bien sûr. L'enquête avait fait beaucoup de bruit. On avait d'ailleurs abordé le sujet en faisant le plan de vol. Cet avion risque de subir le même sort. En raison de sa taille, le 747 dispose de 2 gouvernes de direction. Habituellement, les gouvernes supérieures et inférieures bougent à l'unisson, mais pour une raison inconnue, la gouverne inférieure a dévié de 17 degrés vers la gauche, où elle est restée bloquée. Le commandant tente de maintenir l'avion à l'horizontale. Il se sert des pédales de direction pour contrôler la gouverne supérieure, tandis que le manche lui permet de manœuvrer les ailerons. Mais il est conscient qu'il s'agit d'une solution temporaire. I've got the airplane and the radios. You get the comm and see if there's a procedure for this. Le ME, ou manuel de l'équipage, fournit une liste de procédures à suivre en cas d'urgence. It says not to remove any pressure from the hydraulics, that's all. That's not very helpful. Is there anything else? Are any other systems failing? Not so far. Le système hydraulique contrôle plusieurs composantes essentielles, dont la gouverne de direction défectueuse. D'autres défaillances seraient synonymes de désastre. How far to Narita? About 6 hours. Voler aussi longtemps sans une parfaite maîtrise de l'avion est bien trop risqué. P3, get them back. Habituellement, on entend P3 seulement au changement de quart. Autrement, ça veut dire de retourner immédiatement dans le poste de pilotage parce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Anchorage is 2 hours behind us. Call them and declare an emergency. We're turning around. Anchorage, this is Northwest 85. Même contacter Anchorage est problématique. Anchorage, this is Northwest 85. Les centres de contrôle de la circulation aérienne ont une portée limitée. Au milieu de l'océan, entre 2 continents, l'avion vole en zone grise. À Anchorage, personne ne soupçonne qu'ils sont en détresse. Dans l'avion, les passagers ignorent la gravité de la situation. Plusieurs d'entre eux présument que ce sont simplement les turbulences qui ont causé la brusque secousse. See if you can reach 19. Ils tentent d'entrer en communication avec un autre avion qui vole plus près de l'Alaska. Northwest 19, this is Northwest 85. Mais le signal est faible. Northwest 19, this is Northwest 85. This is Northwest 19, go ahead. We have an emergency on board. Can you relay to Anchorage? Roger, stand by. Okay, let's turn this around. L'avion effectue un très large virage à droite. Anchorage Control, this is Northwest 19. Northwest 19, go ahead. Northwest 85 is requesting an emergency landing. What is the nature of the emergency? Hard over, left rudder. La gouverne de direction est habituellement essentielle pour faire demi-tour. Sans elle, le commandant est contraint d'improviser. On n'avait pas la moindre idée de ce qui causait le problème. Frank était très prudent en manœuvrant la gouverne. Il était obligé de se servir des ailerons pour diriger l'avion, mais en même temps, l'avion était en glissement. Un glissement se produit quand le virage de l'avion n'est pas coordonné, c'est-à-dire que la queue et le nez s'orientent dans des directions opposées. Le glissement se produit comme ça. Comme un pilote de course qui dérape dans un virage, le commandant Geib est sur le point de perdre la maîtrise de son avion. Let's move it. What's happening? We've declared an emergency, and we're headed back to Anchorage. Indications? Lower rudder is hard over 17 degrees to the left.
We don't know why, and it's not responding. We don't know what else is wrong yet. Il avait besoin de ses deux mains pour piloter l'avion. À ce moment-là, on ne savait pas si la gouverne de direction était en train de se détacher. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il y avait un grave problème de gouverne. C'est du jamais vu. Les pilotes n'ont pas été formés pour cette anomalie. There's no procedure in the com. Et le manuel n'est d'aucune utilité. Well, we're gonna have to make one up. À 10 700 mètres au-dessus de la mer de Bering, à 1h40 de l'aéroport le plus près, les pilotes du gigantesque 747 sont en terrain inconnu. Chez les 386 passagers du vol 85, l'anxiété provoquée par la brusque embardée s'est apaisée. Ils ne savent rien du drame à l'issue potentiellement fatale qui se joue dans le poste de pilotage. L'équipage a encore 1300 km à parcourir jusqu'à Anchorage, sans la maîtrise de sa gouverne de direction. J'avais plus d'ancienneté que Frank comme commandant. Quand je l'ai vu se démener aux commandes, j'ai décidé de prendre la relève. Frank, you've done a hell of a job, but I think I better take over now. If anybody's gonna ding this thing up, it's gonna be me. I have no problem with that. Okay. Okay, Mike. You're gonna have to take control while we switch over. Are you ready? I'm ready. Le copilote Fagan doit tenir le manche fermement, pendant que le commandant Geib renonce à son siège. I have control. Le moindre faux pas risque de provoquer l'écrasement de l'appareil. La délicate opération se répète pour transférer les commandes au commandant Hansen. J'étais horrifié de constater la force exigée pour piloter ce magnifique et gigantesque avion. Si l'avion vole, même de peine et de misère, il vole. Et c'est l'important. On était en route pour Anchorage. On pouvait continuer un moment comme ça. Il était temps de se consacrer à d'autres tâches pressantes. L'équipage ignore l'étendue des dommages de la gouverne de direction. Elle pouvait se détacher de l'avion à tout moment. I can't tell whether the damn rudder's trying to leave the airplane. What do we tell the cabin? On a décidé qu'il fallait mettre les passagers au courant. Frank a offert d'aller leur parler dans la cabine. I'll go back and tell them. The more they know, the better. I agree. I think we should tell them exactly what's going on. Kathy, we don't know if things are going to get better or worse. Tous les membres de l'équipage savaient que la situation était grave. We've turned back to Anchorage and we're going to make an emergency landing. Le commandant n'a pas tenté de nous cacher quoi que ce soit. Il n'y est pas allé par quatre chemins. Il nous a prévenus que l'atterrissage risquait d'être très difficile. Kathy, we're calling this one a red emergency. On déclenche une alerte rouge quand on envisage le pire. Un atterrissage en catastrophe, de graves dommages à l'avion, des blessés ou des morts parmi les passagers et l'équipage. Hello, ladies and gentlemen. I'm Captain Frank Geib. We are dealing with a malfunction at the moment, and our crew is dealing with the situation as best we can. We need everybody to remain calm. And please, give your flight attendants your complete attention. I cannot stress how important your complete cooperation will be in order for us to make it to the ground safely. La majorité des passagers ont gardé leur sang-froid. I promise I'll update you with any new information as it becomes available. Thank you very much for your attention, and I'll talk to you later. Après quelques minutes, on a entendu des gens pleurer doucement. Ils regardaient partout. La peur se lisait dans leurs yeux. We need to talk to SOC. We need suggestions. We can reach them on HF. Le centre d'opération de secteur du Minnesota pourrait leur venir en aide. Mais pour établir un contact, les pilotes doivent se servir d'un système de radiotransmission à haute fréquence dont le signal est intermittent et faible.
C'est un peu comme quand on essayait de communiquer avec le petit voisin entre les deux chambres avec 2 boîtes de conserve et une ficelle. La qualité du son d'un système radio HF est terriblement mauvaise. And ask them to wake up John Doherty for us. Quand j'ai reçu l'appel ce soir-là, j'étais à la maison. Je me détendais après ma journée de travail. Je regardais un film. Mais j'étais de garde. Et mon téléavertisseur a sonné. John Doherty et John Hanson travaillent ensemble depuis plusieurs années. Je connaissais très bien John. Dans mon esprit, j'avais l'image du visage d'un pilote qui était aussi un ami. Je savais que John Doherty connaissait le 747-400 mieux que quiconque chez Northwest. Mais le commandant Hanson n'a aucune idée si l'aide de son ami arrivera à temps. Et maintenir l'avion à l'horizontale à 10 700 mètres d'altitude devient de plus en plus périlleux. Le volant vibrait parce que tout l'avion vibrait. Il décide de descendre à plus basse altitude, où l'air plus dense générera davantage de portance. Avec un avion endommagé, cette procédure habituellement routinière se transforme en manœuvre risquée. Okay. Let's go. Il fallait qu'il fasse preuve d'une prudence extrême dans ces circonstances très particulières, en maniant les commandes lentement et en douceur. Il fallait piloter l'avion avec précaution. La queue pouvait se détacher. La gouverne de direction était peut-être à moitié arrachée ou encore on pouvait avoir un problème hydraulique. Ils descendent à 8500 mètres d'altitude sans trop de mal. Mais le commandant est exténué par la force exigée pour piloter l'appareil. John. Yeah, my leg's starting to cramp up. I've got a tough time holding this together. L'effort physique que ça demandait était considérable. On devait appuyer très fort sur les pédales de direction. C'était impossible de le faire plus de 10 minutes à la fois. You're gonna have to take it. Are you ready? I'm ready. All right. Nice and easy. Mike a pris le relais pendant que je relâchais les pédales. L'avion voulait aller en sens contraire. Autrement dit, il fallait l'obliger à aller dans notre direction. Et pour ça, il fallait se battre contre les commandes avec les muscles des épaules et du dos, tout en raidissant les jambes. Le sang recommençait alors à circuler dans mes membres. Anchorage est encore à 1 heure de vol. Les agents de bord préparent la cabine pour l'alerte rouge. On a fait ce qu'on avait appris. C'était machinal. On s'est assuré de dégager tous les comptoirs et de ranger les bagages de l'équipage au bon endroit. Tous les passagers ont coopéré en faisant ce qu'on leur demandait. Je me souviens d'une famille qui m'a demandé si j'avais peur. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai eu envie de mentir. Finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux être franche. On réussit enfin à établir la communication avec John Doherty. John, have you been briefed on this? You know what's happening up here? Yes, I understand you have a control problem. ICAS is showing we have a hard over lower rudder. C'était déconcertant pour les pilotes. Ils savaient que c'était une situation exceptionnelle. Ils n'avaient jamais vu ça en formation. C'est un sujet qui n'était pas étudié dans les écoles de formation au sol. Tom is not telling us much. We're an hour out of Anchorage. What do you think? Well, don't remove any power from the hydraulics. But other than that... En écoutant John, j'ai compris que ce conseil tiré du manuel ne l'aiderait pas. Dans certaines circonstances, les pilotes doivent prendre des décisions seuls. 30 minutes s'écoulent avant que l'équipage du vol 85 de Northwest
puisse contacter directement la tour de contrôle d'Anchorage. Northwest 85, we have you on the radar. Anchorage, Northwest 85, confirm That you are aware that we have declared an emergency. that you have emergency equipment standing by. We will request runway. L'avion doit survoler la chaîne de montagnes des Aléoutiennes avant d'atteindre l'aéroport international d'Anchorage. L'aéroport lui-même est entouré de montagnes. On leur a dit que la piste 6R était toute désignée parce qu'elle nous donnait 32 km de finale. C'est une longue piste avec une approche ILS. Okay, 6 right it is. Let's make sure we get it right the first time. Il n'était pas question de faire une approche interrompue. On allait y arriver du premier coup et poser cet avion sans encombre. Les pilotes sont conscients qu'ils n'auront pas de seconde chance. What do you think, Mike? Maybe we should start configuring for landing early. Lower our altitude. Même s'ils se trouvent encore à 40 minutes d'Anchorage, les pilotes décident de préparer leur atterrissage. Ils veulent voir comment réagira l'avion. Si les choses tournent mal, ils auront une marge de manœuvre pour corriger la situation. Okay, we can take it over Cook Inlet, lower to 14,000, and then see what happens. 4300 mètres est une belle altitude intermédiaire. L'air est bien dense et c'est suffisamment haut pour réagir si la situation empire ou si la direction se détériore. This is Northwest 85. We would like to descend to 14,000 over Cook Inlet. We can't do that. Lots of air traffic in that airspace. L'espace au-dessus de Cook Inlet est le couloir aérien le plus achalandé de cette partie du continent. S'ils perdent à nouveau la maîtrise de l'appareil, ils risquent d'entrer en collision avec un autre avion. This is an emergency aircraft. This is the Safest course of action. Okay, We'll clear everyone out of your way. Le gros porteur descend lentement à 4300 mètres. Okay. Flap 5. Flap 5. En braquant les volets, le commandant Hanson espère maintenir la stabilité de l'avion. Mais le véritable test sera le suivant. Gear down. Gear down. Sortir l'imposant train d'atterrissage augmentera la résistance tout en réduisant la vitesse. L'avion supporte bien la nouvelle configuration, mais la gouverne de direction défectueuse suscite d'autres inquiétudes. You feeling that? Oh yeah. La gouverne de direction est liée à la vitesse et à l'altitude. Plus on descend, plus la gouverne se déploie. Il faut donc exercer une plus grande force sur la gouverne et les ailerons. C'était épuisant physiquement. Mike, my leg's starting to cramp up. Are you ready? I'm ready. John Doherty est encore en communication avec l'équipage. Il a une idée. Have you considered adding 20 knots to your approach speed? No, we hadn't thought about that. We'll do it. Une plus grande vitesse pourrait faciliter le pilotage de l'avion. Hello, ladies and gentlemen. We're in for a bit of a rough landing. When we touch down, there's going to be quite a jolt. We'll tell you when to brace for impact. Tandis que le vol 85 de Northwest s'approche d'Anchorage, les pilotes et John Doherty planifient le difficile atterrissage qui les attend. On a discuté de ce qui risquait de se passer pendant l'approche, quelle commande de vol pouvait poser problème, quelle était la trajectoire de vol, comment allait-on manœuvrer la commande de direction pendant le roulement à l'atterrissage, comment immobiliser l'appareil, et ainsi de suite. Les décisions qui seront prises dans les prochaines minutes sont cruciales. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Okay, we can't do this anymore. Let's use the engines. Dave, get on the levers. 1 and 2 up, 3 and 4 down. À quelques minutes du toucher des roues, les pilotes augmentent la puissance des réacteurs gauche tout en réduisant celle des réacteurs droits. Cette poussée inégale devrait permettre de maintenir l'avion à l'horizontale, mais la manœuvre comporte un risque.
Personne ne connaît l'étendue des dommages de la gouverne de direction. Si elle se détache alors que la poussée des réacteurs est inégale, les pilotes perdront complètement la maîtrise de l'appareil. Les secours se préparent pour le pire des scénarios. Give $1,000 for a rearview mirror right now. John, what do you think? John Doherty a écumé les cartes et les manuels. Il souligne un autre problème potentiel à l'équipage. On landing. Don't forget the rudders attached to the nose steering. And when that happens, Mike, I'll take the tiller and the brakes. You take the yoke. Quand le nez touchera le sol, la gouverne de direction endommagée risque de leur faire perdre la maîtrise de l'avion à plus de 300 km/h. Pendant ma descente vers la piste, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de réussir une approche absolument parfaite. À ce moment-là, je n'étais plus utile. À environ 2500 ou 2000 mètres d'altitude, j'ai laissé l'équipage faire son boulot. I'll talk to you when you're on the ground. We'll talk soon. J'ai souhaité bonne chance à John du mieux que je le pouvais, probablement avec beaucoup de retenue à la manière d'un pilote d'avion, et j'ai raccroché en attendant de connaître la suite. Entre les eaux glaciales de Cook Inlet et les majestueuses montagnes de l'Alaska, l'aéroport international d'Anchorage se prépare à l'arrivée d'un 747 en détresse. Northwest 85, we have you on our radar. Les passagers et l'équipe du vol Northwest 85 vont bientôt faire l'expérience d'un atterrissage d'urgence. En bouclant ma ceinture de sécurité, je me souviens de m'être demandé si c'était fini pour moi, si j'allais mourir ou m'en sortir vivante. J'ai pensé à mes enfants et à mon mari. Northwest 85, clear to land. Emergency equipment standing by. Roger, cleared to land. Les pilotes ne savent toujours pas ce qui se produira quand l'avion touchera le sol. Il y avait près de 400 passagers à bord, sans oublier les 18 membres d'équipage, dont certains que je connaissais personnellement, comme John et les autres pilotes. L'attente était pénible. Okay, everyone, here we go. Touchdown in 5. Prepare for impact. Brake! 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 Comme prévu, au toucher des roues, le copilote Fagan se charge du manche tandis que le commandant Hanson dirige les roues avant avec la barre. C'est le moment de vérité. Le moindre faux pas et l'avion risque de sortir de la piste. We got it. Good job, Mike. Good job, guys. So what do we do for encore? Not that. Tout le monde dans le poste de pilotage a enfin pu respirer. On a poussé des soupirs de soulagement. Quand on nous a dit que tout allait bien, je savais qu'il fallait que je me lève pour me rendre à la porte d'entrée et faire sortir les passagers de cet avion. On a mis à exécution ce qu'on nous avait appris. Les contrôleurs aériens voient ce que les pilotes ignorent encore. That's quite the rudder you got there. Must have been a hell of a ride. Oh yeah, it was a real joyride.
Près de 2 heures après l'alerte rouge déclenchée à 10 700 mètres d'altitude, les 404 occupants de l'avion sont sains et saufs. Quand j'ai su que l'équipage était en sécurité, j'ai ressenti un immense soulagement, bien sûr. Ces gars ont été rudement mis à l'épreuve et ils ont relevé le défi avec brio. J'étais très heureux. C'était un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Ça s'est bien terminé. Les pilotes ont évité de justesse un terrible écrasement. Mais ce qui a causé cette perte de contrôle demeure un mystère qu'il faudra élucider au plus vite. Hormis Northwest Airlines, de nombreuses compagnies aériennes font voler des 747-400 chaque jour. Les vies de milliers de passagers sont désormais en danger aux 4 coins du monde. Carolyn DeForge, du Conseil national de sécurité des transports, le NTSB, est chargée de l'enquête. C'était très grave. Il fallait absolument essayer de comprendre ce qui s'était passé. Les enquêteurs remarquent immédiatement qu'une traînée de fluide hydraulique s'écoule à l'arrière de l'avion. On était très surpris par le type de défaillance qui était survenue et ses conséquences sur la pilotabilité de l'avion. Les pédales de direction des pilotes sont reliées à la gouverne de direction grâce à une pièce appelée servo-commande gouverne de direction hydraulique. Quand le pilote appuie sur les pédales, la servo-commande fait varier la pression hydraulique, ce qui déplace la gouverne de direction. En ouvrant les trappes d'accès de la queue, ils ont découvert que le capuchon de la servo-commande s'était détaché. Ce capuchon est une pièce circulaire d'environ 6 cm de diamètre. Tout le tour de la pièce s'était cassé avant de tomber. Avec une servo-commande gouverne de direction défectueuse, les pilotes ne pouvaient plus contrôler la gouverne inférieure. Cette simple pièce d'ingénierie a bien failli provoquer l'écrasement du vol 85. La servo-commande gouverne de direction endommagée du vol 85 de Northwest Airlines est expédiée au laboratoire du NTSB à Washington, où un examen minutieux révèle comment la pièce défectueuse a bloqué la gouverne de direction. Quand le capuchon est tombé, le piston à l'intérieur de la servo-commande s'est enfoncé profondément en dépassant sa tolérance de fabrication. C'est ce qui a provoqué le braquage intempestif de la gouverne. Mais pourquoi le capuchon s'est-il brisé? Voilà qui demeure mystérieux. Ce n'était certainement pas quelque chose de prévu par les concepteurs. L'examen des pièces ne correspondait pas du tout à ce qu'un ingénieur a l'habitude de voir lors d'une enquête de défaillance. Généralement, il s'agit d'une panne interne et non d'une défaillance mécanique du logement lui-même. Sylvie Dionne est une métallurgiste spécialisée en pièces d'avion. C'était un alliage d'aluminium, un matériau composé d'un aluminium métallique mélangé à un peu de cuivre, de magnésium et de zinc. Ces métaux sont ajoutés à l'aluminium pour le renforcer. L'alliage d'aluminium qui entre dans la fabrication de cette pièce est extrêmement résistant. Le capuchon n'aurait pas dû se rompre ainsi. Les analyses de défaillance sur les pièces défectueuses s'apparentent au travail d'un enquêteur. On cherche des indices sur les causes qui ont mené au bris de la pièce en question. La taille et la forme de la fissure révèlent aux enquêteurs que la servo-commande s'est usée au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la fatigue du métal. Par contre, ils ont beaucoup de mal à le croire. Un Boeing 747 est conçu pour parcourir de longues distances, des vols de 12 à 15 heures, et ces pièces sont fabriquées pour durer des décennies. À ma connaissance, cette pièce devait durer des milliers d'années, ce qui revient à dire qu'on croyait qu'elle ne briserait jamais. La demande est très forte pour le 747-400. De nouveaux avions sont fabriqués chaque année et ils sont tous dotés de la même servo-commande gouverne de direction que celle défectueuse du vol 85. Si ce système crucial s'use prématurément, les enquêteurs doivent comprendre pourquoi afin d'éviter une éventuelle tragédie.
La fatigue du métal n'avait pas d'origine apparente, comme une faiblesse ou un défaut. Tout portait à croire que le problème venait des propriétés du matériau du logement lui-même. Les enquêteurs envoient la pièce au fabricant pour qu'elle subisse des analyses métallurgiques approfondies. L'une des meilleures techniques pour vérifier si une pièce comporte des fissures ou des défauts de surface est le ressuage fluorescent. La pièce est examinée sous une lampe à ultraviolet et les défauts apparaissent sous la forme de lignes ou de points brillants bien visibles. Mais les analyses révèlent que le matériau lui-même n'est pas responsable du bris. Les enquêteurs sont toujours aussi perplexes. Ça nous rendait fous. On était très frustrés quand on s'est rendu compte que toutes nos pistes ne menaient à rien. Les enquêteurs se demandent si quelque chose dans le passé de l'avion pourrait avoir causé l'usure prématurée de la servocommande. Les dossiers font état d'éléments surprenants. Northwest était le client de lancement du 747-400 et cet avion était le tout premier des appareils de la flotte de Northwest. C'était le plus vieux des 747-400 du monde. Et ce n'est pas tout. Les dossiers révèlent également que cet appareil 747 a servi d'avion d'essai avant même d'être vendu à la compagnie aérienne. Se pourrait-il que ces essais exigeants pour l'avion aient mené à la défaillance de la servocommande gouverne de direction? L'avion compte 55 000 heures de vol et il s'est envolé à plus de 7 000 reprises. C'est davantage de décollage et d'atterrissage que la plupart des 747 ayant effectué le même nombre d'heures de vol. Cette découverte relance l'enquête dans une nouvelle voie. On a soupçonné qu'il avait été exposé à plus de contraintes qu'on ne le croyait au départ et que ça expliquait peut-être la défaillance. Chaque fois qu'un avion s'envole et se pose, ces systèmes subissent de plus fortes contraintes que lorsqu'ils volent dans les airs. On s'inquiétait beaucoup au sujet des exploitants en Asie qui utilisent les 747-400 pour des vols de courte distance. Comme cette servocommande est déjà endommagée, il est impossible de la tester. Vérifier toutes les unités du reste de la flotte n'est pas une solution réaliste. Il aurait fallu clouer l'ensemble de la flotte au sol et retirer chacune des unités. Comme mesure de prévention contre d'éventuelles défaillances de la servocommande gouverne de direction, le NTSB recommande aux compagnies aériennes de la tester plus rigoureusement et plus régulièrement. On a institué une procédure d'inspection répétitive. Mais la cause réelle de la défaillance demeure toujours inconnue. 4 ans plus tard, un avion cargo d'Air France effectue un atterrissage d'urgence. Cette fois encore, le problème vient de la gouverne inférieure de direction du 747-400. Les circonstances sont étonnamment semblables à celles du vol 85 de Northwest. La servocommande a été expédiée chez Parker Hannifin en Californie pour y être réparée. Quand ils ont ouvert la boîte pour l'examiner, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils l'ont tout de suite mise en quarantaine avant d'appeler tout le monde en disant « Mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qu'on vient de recevoir ». Si la servocommande d'Air France montre des signes de fatigue du métal comme celle du vol 85, les enquêteurs en apprendront peut-être davantage sur l'origine de ces mystérieuses défaillances. On s'est tout de suite concentré sur la surface de rupture dans la même région en procédant aux mêmes vérifications que la première fois. Mais le constat n'est pas le même. Il n'y a aucun signe de fatigue du métal. Il s'agirait plutôt d'un défaut de fabrication. On a remarqué un défaut au bas du trou fileté. Il y avait un angle très aigu au bas du filetage. La fissure s'était propagée à partir de là. L'identification de la cause de cette nouvelle défaillance est importante, mais elle n'explique en rien celle survenue sur le vol 85 de Northwest 4 ans auparavant. Était-ce une surcharge qui avait provoqué le bris, une défaillance progressive, une exposition à quelque chose dans l'environnement? Sans connaître la cause, il est impossible de prendre les mesures correctives adéquates. C'est frustrant pour une enquêteuse. Pour une seconde fois, une pièce considérée comme inusable a bien failli provoquer l'écrasement d'un 747.
Avec ces deux tragédies évitées de justesse, encore inexpliquées, les enquêteurs doivent à tout prix trouver un moyen infaillible de protéger les passagers des 747. Quatre ans après l'éprouvant atterrissage d'urgence à Anchorage, la cause de la défaillance de la gouverne de direction du 747 demeure toujours mystérieuse. Et voilà que cette même pièce s'est brisée sur un autre avion. Le prochain incident pourrait s'avérer meurtrier. Encore aujourd'hui, on ignore la cause de la défaillance de la Northwest. Mais grâce à ce qu'on a appris avec l'incident d'Air France, on a implanté des mesures correctives pour s'assurer que ces défaillances ne se reproduisent pas. Les enquêteurs recommandent d'attacher des bouchons spéciaux à la servocommande. Si une autre défaillance survient, l'ajout de ces pièces empêchera la gouverne de se déplacer trop loin dans un sens ou dans l'autre. Le changement effectué sur la servocommande de la flotte de 747-400 préviendra les braquages intempestifs de la gouverne de direction. Une consigne de navigabilité de la FAA rend obligatoire pour les 747-400 de se doter de cette nouvelle technologie afin d'éliminer les risques d'une défaillance de la gouverne de direction. Mais il reste une autre question à considérer, à laquelle les enquêteurs ont rarement l'occasion d'accorder leur attention. Pourquoi cette catastrophique défaillance de la gouverne n'a-t-elle pas provoqué l'écrasement du vol 85? Pour une simple et bonne raison, la conception même de ce 747. Une gouverne de direction en deux parties est une caractéristique propre à ce modèle d'avion, et dans ce cas-ci, ça a joué en leur faveur. Si la servocommande de direction avait brisé avec une seule gouverne, 100% de la commande de direction aurait dévié, ce qui aurait aggravé le problème. Mais ce n'est pas la technologie à elle seule qui a sauvé 404 vies. En 1985, le vol 006 de China Airlines a également fait une brusque embardée. Mais l'avion a fait une chute vertigineuse de 9000 mètres avant que les pilotes n'arrivent à reprendre la maîtrise de l'appareil. Comment le vol 85 a-t-il réussi à échapper au même sort? Si Frank n'avait pas aussi bien réagi, on ne serait probablement pas ici pour la raconter. La réaction du commandant Frank Gibe dès les premières secondes a été déterminante pour sauver l'avion. Mais ce qui a permis de le poser sur la terre ferme sans encombre est une autre histoire. Chacun des pilotes de ce poste de pilotage savait ce qui se passait. Les risques étaient constamment évalués. Don't forget the rudders attached to the nose steer. And when that happens, Mike, I'll take the tiller and the brakes and you take the yoke. La gestion des ressources du poste de pilotage est sans contredit ce qui nous a permis de poser cet avion au sol. On a agi comme une machine bien huilée. On a fait ce qu'on avait appris en formation. Personne n'a craqué. On avait une équipe du tonnerre dans le poste de pilotage. Tout le monde communiquait efficacement. Cet équipage a fait un boulot extraordinaire en posant cet avion au sol en sécurité. En 2003, l'Association internationale des pilotes de ligne a décerné à l'équipage du vol 85 de Northwest sa plus haute distinction honorifique. Plus important que les honneurs, on a réussi à sauver la vie de nos passagers. De nos jours, avec les postes de pilotage automatisés, le pilotage manuel est une compétence qui risque de disparaître. Pourtant, on nous engage en raison de nos habiletés de pilotage. On reçoit une excellente formation pour réagir en situation d'urgence, et ce jour-là, l'échec n'était pas une option.